que le logiciel va faire beaucoup plus appel à des décisions système 1, va collecter beaucoup plus de données système 1. Donc, l'ensemble des données qui vont être acquises par le logiciel et exposées à l'apprentissage machine va être fortement débalancé du côté système 1. Va être fortement débalancé du côté des actions qu'un utilisateur prend sans effort, sans réfléchir et de manière, disons, frictionless. Et de temps en temps, on va peut-être avoir quelques interactions qui sont plus profondes, mais pour un système d'apprentissage machine, ils vont être noyés dans la masse. Maintenant, quelles conséquences ça a sur les logiciels qu'on utilise au quotidien? Okay, je vais vous donner 3 exemples de conséquences un peu néfastes que ça peut avoir d'avoir des systèmes d'apprentissage machine qui sont surentraînés sur des données utilisateurs système 1. Le premier, les fameux vidéos de chats. Bon, j'aime beaucoup parler. Donc, si, comme moi, vous appréciez les plateformes de vidéos en ligne, les YouTube et les trucs comme ça, vous savez que quand vous allez sur YouTube, vous avez une liste de recommandations, des vidéos qui vous sont suggérées. Ces vidéos-là sont naturellement alimentées par une intelligence artificielle, du machine learning en arrière, qui essaie d'utiliser tous les points de données qu'ils ont acquis sur vous pour arriver à une liste de recommandations. Donc, les points de données, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est les likes, c'est les clics, c'est les vidéos que vous avez écoutées jusqu'à la fin. On n'est pas rendu encore à essayer de détecter quand vous vous mettez à rire devant une vidéo, mais bon, avec le nombre de senseurs qu'il y a sur nos téléphones, ça devrait s'en venir bientôt. Donc, c'est toutes les données qu'on peut acquérir par rapport à ça. Et si l'objectif, c'est de rendre l'utilisation de YouTube frictionless, sans effort, bien naturellement, ce qu'on va faire, on va faire en sorte de collecter beaucoup de points de données qui viennent du système 1. Quand on like une vidéo, on ne réfléchit pas pendant 15 minutes, on clique sur le petit pouce, puis on dit « yeah », on passe à autre chose. Donc, on se ramasse définitivement avec une intelligence artificielle qui est suralimentée aux décisions type système 1. D'accord? Et ça fait en sorte que, bien, quand le système de recommandation va regarder l'ensemble de ces points-là et va dire qu'est-ce que je propose à mon utilisateur, les vidéos de chat vont être très haut sur le dessus. Parce que les vidéos de chat, ça s'écoute sans effort, c'est facile, on clique sur « like » et le système apprend qu'il devrait nous en donner plus. Donc, vous allez me dire ici, bon, bien, si c'est le seul problème, système 1, système 2, pourquoi on parle de ça? Est-ce que c'est si grave? Je vais vous en amener un deuxième qui va peut-être vous toucher un peu plus. La firme de recherche Wonder a fait une étude récemment et puis a montré qu'on se faisait déranger de 30 à 80 fois par jour par nos téléphones qui vibrent dans nos poches. Okay? Donc, un téléphone qui vibre, bien, de manière frictionless, sans effort, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sortir de notre poche, on va le regarder, on va peut-être cliquer dessus, on va peut-être aller regarder le truc ou on va le remettre dans notre poche rapidement, mais on va réagir. Et cette réaction-là, ça génère un signal. Même si on fait juste le sortir de notre poche, il y a assez de senseurs dans nos petites machines aujourd'hui pour détecter une accélération et potentiellement agir comme point de données utilisateur qui va entraîner un système de machine learning. Donc, ce n'est pas impossible que le système soit en train d'apprendre à ce moment-là que cette notification-là, cette vibration-là, était désirable pour l'utilisateur parce que sans friction, sans effort, on a sorti le téléphone. Même si à la fin de la journée, quand on se pose une question sur notre bébelle puis l'utilisation de notre bébelle, on se dit « si au moins ça vibrait moins, je serais peut-être capable de finir ce que je veux faire dans ma journée. Hein? » Donc, quand on utilise le système 2 pour réfléchir aux décisions qu'on prend, on se rend très bien compte que les décisions qu'on prend ne sont pas nécessairement alignées avec nos aspirations, ne sont pas nécessairement en ligne avec ce qu'on souhaite faire ultimement. Mais quand on est une intelligence artificielle qui se nourrit aux points de données auxquels on a accès, on est suralimenté par des décisions système 1 et on apprend qu'il faut vibrer plus souvent si on est un téléphone. Donc, 2 exemples intéressants, hein, ça commence à être un peu plus fatigant. Je vais vous en donner un troisième qui, à mon sens, est peut-être le pire des 3. Et en fait, c'est peut-être une des sources des plus gros problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui avec la technologie. C'est ce que j'appelle les chambres à écho. Les chambres à écho, c'est le phénomène que vous connaissez peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux en particulier. Si vous êtes un démocrate et que vous allez sur Facebook, sur Twitter, vous allez être exposé à un fil de nouvelles qui va contenir à peu près les mêmes nouvelles qu'un républicain qui consulterait le même fil de nouvelles, mais traité de manière radicalement différente.
Il y a une application sur le site du Wall Street Journal qui s'appelle Blue Feed, Red Feed et vous pouvez choisir le sujet qui vous intéresse et on va vous montrer un fil de nouvelles d'un républicain puis un fil de nouvelles d'un démocrate. Et c'est étonnant. Gardez ça politically correct. Donc, il y a clairement un phénomène ici où on a une division, on a un fossé qui apparaît entre différents groupes de personnes. Et je dirais même, pire que ça, ce fossé-là se creuse de plus en plus. On a de chaque côté des gens qui prennent des positions de plus en plus radicales. Donc, on a vraiment une rupture qui s'opère et un fossé qui grandit, une radicalisation qui augmente. Si on se demande pourquoi ça se produit, en fait, on peut revenir un peu à une analyse. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un certain fil de nouvelles? C'est l'intelligence artificielle, c'est le système de machine learning derrière le réseau social qui va choisir les articles qui vont nous être proposés. D'accord? Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte là-dedans, il y a des effets de viralité, mais à la base, l'objectif de ce système d'intelligence artificielle-là, c'est d'augmenter notre engagement et c'est de s'alimenter aux points de données qu'on va lui donner pour réussir à faire ça. Donc, c'est les clics, c'est les likes, c'est les reshares, c'est toutes nos interactions avec le système qui vont faire en sorte qu'on va entraîner ultimement une intelligence artificielle derrière tout ça. Maintenant, si le réseau social a été créé pour qu'on puisse l'utiliser sans effort, mais la plupart de ces interactions-là, ça va être des interactions sans effort. Donc, quand on clique sur « like » sur une publication sur Facebook, on ne se pose pas nécessairement la question « est-ce que ça correspond à mes aspirations? » On clique dessus parce que bon, ça ne prend pas d'effort puis ça ressemble. Ou même si on ne clique pas sur « like », si on ne fait que lire la publication, c'est déjà un point de données utilisateur qui va être collecté par le système et on ne se pose pas nécessairement trop la question. Donc, on est en train, encore une fois, de noyer l'intelligence artificielle derrière tout ça sous un tas de décisions qu'on a prises sans effort. D'accord? Donc, ultimement, on a une diète déséquilibrée. On a des systèmes d'intelligence artificielle qui s'alimentent un peu trop au système 1 et vraiment pas beaucoup au système 2. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ces approches-là? Quand je parle à des designers, quand je parle à des programmeurs, ben, c'est un peu la question qui me revient. C'est comme, c'est bien beau ce que tu racontes, mais comment on fait pour corriger tout ça? Mais la première chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est de rebalancer un peu la diète. Donc, c'est d'être conscient qu'il existe des décisions qu'on va prendre, qu'il existe des points de données utilisateurs qui ne sont pas nécessairement un reflet de nos aspirations. Des points de données utilisateurs qui sont un reflet des décisions qu'on prend avec le système 1, qui ne sont pas nécessairement un reflet de nos aspirations. Et dès qu'on en prend conscience, on peut pondérer ces points de données utilisateurs-là un peu moins que les plus rares points de données utilisateurs qui émaneraient du système 2. Donc, comme designer, comme programmeur, on peut entraîner nos systèmes d'intelligence artificielle à faire ça. L'exemple que je donne ici, c'est imaginez que vous avez un ami dont vous êtes proche, et puis là, vous parlez, je ne sais pas, je vais prendre un exemple qui n'est absolument pas tiré de ma vie quotidienne, mais vous lui diriez, par exemple, « J'aimerais ça aller plus souvent au gym. Okay? J'aimerais peut-être ça manger un peu mieux. Okay? » Je vous dis, j'ai déjà entendu ça, je ne sais pas qui. Si vous avez un bon ami, ben c'est possible qu'il comprenne que vous êtes en train de lui parler de vos aspirations et que peut-être que vous lui avez dit seulement une fois, mais il comprend que c'est important pour vous. Si le lendemain, cet ami-là vous voit manger des M&M's un par un, il ne va pas prendre chacun des M&M's comme un point de données utilisateur qui irait dans la direction opposée puis il dirait « Bon, ben Philippe ou M. X a décidé de laisser tomber son régime, je vais lui donner plus de M&M's, c'est clair, c'est ça qu'il veut. Hein? » On a des amis un peu plus intelligents qui savent faire la part des choses, qui savent évaluer, pondérer les décisions, les points de données utilisateurs qu'ils collectent sur leurs amis, de manière à adapter leur comportement plus intelligemment. Mais nos réseaux sociaux en ce moment, ou les logiciels qu'on utilise, c'est les pires amis qu'on n'aurait jamais eus. C'est des amis qui sont absolument incapables de faire la part des choses. Toutes les décisions qu'on prend sont considérées sur le même pied d'égalité. On ne pondère pas, on ne rebalance pas. La première chose à faire, c'est peut-être de s'en rendre compte et de commencer à rebalancer. Mais peut-être un petit peu plus loin que ça, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'on voit vraiment la technologie comme un outil pour réduire la quantité d'efforts qu'on a à déployer comme utilisateur.
C'est peut-être ça le original sin, hein, le péché originel, c'est peut-être d'avoir appris à tous ces designers-là que le but ultime, c'était de réduire au maximum les efforts qu'un utilisateur doit déployer. Peut-être que c'est ça la question qu'il faut venir reviser un peu, puis se dire que peut-être que tous les efforts ne sont pas mauvais. Oui, c'est fatigant d'attendre après un iPad quand on clique sur un bouton si ça ne réagit pas tout de suite, mais de se poser une question à savoir, est-ce que nous, comme utilisateurs, on veut contribuer à creuser le fossé entre les démocrates ou les républicains, ou on veut agir comme un agent qui commence à construire un pont entre les deux? Et en fonction de cette réflexion-là, elle est difficile à avoir, elle est complexe, mais on peut l'avoir et on peut se créer des outils qui nous aident à avoir ça. Par exemple, il y a de plus en plus d'outils qui demandent aux utilisateurs ou qui permettent aux utilisateurs de prendre acte de la façon dont ils ont utilisé le temps sur leur téléphone. À la fin de la journée, vous pouvez avoir une application qui vous dit « Vous avez écouté YouTube pendant 25 minutes, vous avez passé 75 minutes sur Facebook, etc. » D'accord? Bien, ça, c'est une application qui nous permet justement de nous poser des questions. Peut-être qu'on peut prendre un peu de temps, déployer un peu d'effort pour se dire « Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'aurais voulu passer ma journée? » Et à partir de là, offrir des points de données utilisateurs à nos intelligences artificielles qui seraient tirés de système 2, mais qui leur permettraient peut-être, avec du rebalancement, de converger vers quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Donc, en bout de ligne, ce qu'on cherche à avoir, on en parlait au début, c'est une automatisation qui soit un petit peu moins rudimentaire, une automatisation qui soit un peu plus riche, une automatisation qui ne nous force pas à modifier l'environnement dans lequel ça opère. D'accord? Et on voit qu'on peut faire ça avec de l'apprentissage machine. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas évident que juste parce qu'on est capable d'apprendre en regardant l'environnement puis en regardant les données que l'environnement nous donne, qu'on va faire la même chose. On veut aussi une automatisation qui soit sensible, qui comprenne que tous les points de données ne sont pas nécessairement égaux et qui soit en mesure de répondre plutôt à nos aspirations qu'à nos comportements qui peuvent être un petit peu limités. Donc, pour conclure, j'aimerais rappeler une préconception qu'on a tous un peu, qui est le fait qu'on associe généralement la performance à la répétition. On se dit que la seule façon d'être efficace dans une tâche, c'est de répéter la même tâche plusieurs fois. On a associé ça, on incarne ça aujourd'hui. La façon d'être efficace, c'est de réduire la diversité. D'accord? Et là, aujourd'hui, on voit qu'avec l'apprentissage machine, on a une opportunité de reviser ce principe-là. Peut-être de s'ouvrir l'esprit et de se dire qu'il y a moyen d'être efficace tout en respectant la diversité. Il y a moyen d'être efficace même si on ne fait pas la même tâche encore et encore et encore. Il y a moyen d'être efficace même si l'automatisation, ça ne veut pas dire la répétition. Et peut-être, en fait, en conclusion, j'aimerais vous laisser là-dessus, que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, nous offre la possibilité d'embrasser la complexité dans laquelle la nature s'épanouit. Parce qu'on sait très bien que la nature ne s'épanouit pas dans la répétition, la nature s'épanouit dans la diversité, et je pense qu'aujourd'hui, c'est là qu'on veut aller. On veut utiliser l'intelligence artificielle pour nous permettre d'attaquer les problèmes sans modifier l'environnement, en acceptant que l'environnement puisse être complexe et en apprenant la façon optimale dont l'environnement évolue. Merci.